Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Je suis encore content de vous revoir. En tout cas, merci encore une fois de plus pour votre présence dans cette chaîne et merci pour votre soutien. Alors, nous allons continuer avec notre petite formation sur les trading des cryptos. On a déjà fait la première partie qui était les bases du trading. On a fait les instruments financiers, tout ce que vous devez savoir. Et là, on va passer à la troisième partie qui est la stratégie des trading et d'investissement. Alors, voilà le contenu, nous allons voir tout ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de risque et de portefeuille, de la gestion de portefeuille et de la gestion de risque. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors, ce chapitre est consacré à une multitude de stratégies de trading et d'investissement, tout comme l'analyse technique et l'analyse fondamentale. De nombreuses personnes choisissent de combiner ces deux stratégies pour obtenir le meilleur résultat. Donc, ça veut dire que ils font des analyses techniques et puis ils font aussi des analyses fondamentales en même temps pour se rendre compte de la valeur intrinsèque du projet et de son futur mouvement. Alors, une stratégie de trading est un plan à suivre. Lorsque vous effectuez des transactions, donc des achats, des ventes, peu importe l'approche utilisée, il est crucial d'avoir un plan à suivre. Le plan, ce n'est pas seulement lorsque tu veux trader en futur, ça veut dire que tu veux trader juste buy, sell ou bien achat-vente, non. La stratégie ou bien le plan, c'est aussi lorsque tu veux investir. Parce que celui qui n'a pas un plan, celui qui n'a pas une stratégie, lorsqu'il est en train de faire de l'investissement, en réalité, il ne sera presque pas rentable. Parce que sans stratégie et sans plan, tu risques de vendre tous tes actifs. Surtout dans les cryptos, c'est ce qui arrive beaucoup aux débutants. Tu vas voir, il y a les prix du Bitcoin, par exemple, qui montent. Une personne vend par peur de tout perdre son argent. Il vend alors que les bitcoins ou bien le prix de la crypto-monnaie sur lequel il a investi triple encore. Et ça frustre, vous n'avez pas idée. C'est la raison pour laquelle il faut avoir un plan. Un plan va vous aider. Donc, ces plans détaillent les objectifs et protègent des erreurs dues à l'émotion. C'est ce que je viens de dire. Il formalise la liste des actifs que vous souhaitez trader, la manière dont vous voulez les trader, les niveaux d'ouverture et de clôture de position. Donc, ça veut dire quoi? Pour être plus explicite, ça veut dire que lorsque vous investissez, vous devez avoir un plan. Le plan, il est très crucial. Si vous n'avez pas de plan, comme je viens de vous le dire, admettons que vous avez acheté l'Ethereum par exemple. Vous avez acheté l'Ethereum et que le prix d'Ethereum, lorsque vous l'avez acheté, les prix étaient à 2 $. Ok? Vous n'avez pas de plan, vous êtes juste tombé sur ça comme ça, sans stratégie, sans rien, vous achetez. Et puis demain, vous voyez le prix de l'Ethereum monter à 6 $. Vous voyez, à peu près 300% si je ne me trompe pas. Quand vous voyez que les prix montent à 6 $, vous vendez parce que vous n'avez pas de stratégie. Donc, vous vendez directement, donc vous faites la vente. Alors, après, vous, juste quand vous vendez, ce qui arrive souvent dans les cryptos, vous voyez les prix montent et ça va même à 30 $ pour un Ethereum, par exemple. Et là, c'est une perte due à l'émotion. Vous aurez très mal de voir que vous avez retirez votre argent lorsque vous avez fait 300%, alors qu'après, Ethereum fait plus de 3000%. C'est ça les conséquences de manquer une stratégie et un plan. Alors, lorsque vous avez une stratégie, on va reprendre avec les mêmes exemples. Lorsque vous avez une stratégie, vous achetez l'Ethereum à 2 $. Par rapport à vos analyses techniques et à votre analyse fondamentale, vous vous dites que moi, je pense que, techniquement parlant, Ethereum peut atteindre 20 $ un jour. Voilà. Ethereum peut atteindre 20 $ la pièce un jour. De façon technique et de façon fondamentale, vous dites, bon, moi, je vais me discipliner. Par rapport à mon plan, je vais acheter l'Ethereum à 2 $ et je ne veux vendre que lorsque l'Ethereum va atteindre 20 $. Alors, lorsque Ethereum atteint 6 $, étant donné que vous avez un plan, ça ne vous dérange pas. Donc, vous n'êtes pas pressé, vous ne travaillez pas sous émotion. Ethereum peut atteindre 6 $, il peut atteindre 10 $ et puis demain, ressusciter encore à 3 $, ce qui est possible. Pendant tout ce temps, vous, ça ne vous concerne pas. Vous avez un objectif. Et aussi longtemps que le marché oscille, un jour, Ethereum pourra atteindre les 20 $ et les marchés. Donc, si vous configurez des take profit ou bien des zones de vente directe, donc quand Ethereum atteint 20 $ directement, les portefeuilles que vous utilisez, ou centralisés ou décentralisés, vendent pour vous vos Ethereum et vous récupérez votre bénéfice. Et contrairement à une personne qui n'a pas de plan, vous avez agi pour un plan. Et les plans finissent toujours par payer. C'est quelque chose, donc ça détaille les objectifs. Ça protège des erreurs dues à l'émotion. Les erreurs dues à l'émotion, il faut vraiment les éviter dans l'investissement. C'est vraiment mauvais. Parce que vous pouvez vous contenter d'un petit rien alors que vous avez un grand privilège que vous avez raté, comme vous venez de le voir. On va passer
Ça c'était juste l'introduction par rapport à la stratégie de trading et d'investissement. Pourquoi il faut avoir un plan? Pourquoi il faut avoir une stratégie? J'espère que vous m'avez bien saisi. Alors, pour le premier point, donc le premier sous-point de notre troisième point, on a la gestion des risques et la gestion de portefeuille. La gestion des risques et de portefeuille est un must. Ça veut dire c'est un doigt, c'est un dû. Donc, vous devez savoir gérer votre portefeuille pour n'importe quelle stratégie de trading ou d'investissement. Donc, c'est crucial. Vous devez savoir gérer votre portefeuille. Tu vois, avec cet exemple que nous venons de voir par rapport au plan et à la stratégie, gérer un portefeuille, vous pouvez aussi vous dire ceci. Vous pouvez vous dire, par exemple, que OK, j'avais acheté Ethereum à $2 et je veux tout vendre lorsqu'il va atteindre $20. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je me donne un objectif, un plan à suivre. Par exemple, lorsque Ethereum va atteindre $10, je vais vendre, par exemple, 20% de tout ce que j'ai. Ça, c'est une discipline. Ça, c'est une gestion de portefeuille. Alors, quand Ethereum arrive à $10, vous vendez, par exemple, 20%, comme vous vous êtes dit, 20% de tous vos bénéfices. Vous vendez, vous gardez. Le temps que Ethereum va encore chuter à 3, ok, pas de problème, mais vous avez déjà 20% que vous avez retiré comme gain. Avec la discipline, quand il remonte encore à 20, vous vendez la totalité. Et pour certaines personnes qui savent ce que c'est que le DCA, si vous ne savez pas ce que c'est que le DCA, je vous invite à regarder la vidéo sur le DCA. Moi, par exemple, si c'est moi qui achète Ethereum à $10, je vends 20%. Quand ça revient à 3, j'enlève encore 10% ici, que j'ai réinvesti encore à $3 pour que ça monte. C'est ça qu'on appelle une gestion de portefeuille. Donc, c'est-à-dire, tu n'es pas seulement un investisseur, mais tu gères tes actifs. L'une des raisons qui me pousse à beaucoup aimer les crypto-monnaies, c'est que ça te pousse à penser comme un banquier, plus que même un banquier. Parce qu'en banque, toi, tu as besoin, quand tu as un compte en banque, tu as besoin d'un gestionnaire de portefeuille. Tu as besoin de quelqu'un qui gère ton compte. On le sait tous. Mais maintenant, dans les cryptos, tu es toi-même ton propre gestionnaire. Et ça, c'est un avantage très exceptionnel. Parce que en banque, tu dois payer ton gestionnaire, alors que dans les cryptos, tu n'as pas besoin de payer un gestionnaire, c'est toi-même le gestionnaire de tes propres actifs. 2, la gestion de portefeuille. Donc, la gestion de portefeuille concerne la création et la gestion de portefeuille d'investissement. Les portefeuilles est un ensemble d'actifs qui peut être constitué aussi de peluches pour bébés de biens immobiliers. Donc, c'est-à-dire que ça dépend du business. Que vous vendez des peluches pour bébés ou bien des biens immobiliers, ce n'est pas un problème. Ça peut faire partie d'un portefeuille. Si vous tradez uniquement des crypto-monnaies, votre portefeuille sera donc constitué probablement de Bitcoin et d'autres actifs digitaux, actifs numériques. La première étape dans la gestion de portefeuille est de définir des attentes. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, la première étape de la gestion d'un portefeuille est de définir les attentes de ces portefeuilles. Ça, vous devez retenir ça. Donc, ça veut dire que la première étape, je répète encore, il faut définir les objectifs. Tu vois, il faut définir les objectifs et bien les définir. Donc, tu te dis que dans ces portefeuilles, je ne vais investir que sur les altcoins. Dans ces portefeuilles, je ne vais investir que sur le Bitcoin. Dans ces portefeuilles, je ne vais investir que sur des petites crypto-monnaies ou bien des actifs à risque. Dans ces portefeuilles, je vais investir uniquement sur les altcoins, donc toute autre crypto-monnaie à part les Bitcoins. Et j'aimerais que dans ces portefeuilles ici, lorsque je vais atteindre tel montant, j'aimerais vendre autant. Donc, cette réflexion-là, en fait, c'est ça la gestion de portefeuille. Allez-vous constituer un portefeuille d'investissement peu exposé au risque de volatilité ou un portefeuille composé d'actifs plus risqués, comme je viens de le dire, mais qui permettent d'avoir un ROI plus élevé. Les ROI, c'est Return on Investment, donc les retours sur investissement en français. Il faut ensuite que vous réfléchissiez à la manière dont vous souhaitez gérer ces portefeuilles. D'abord, premier truc à savoir, définir les attentes de ces portefeuilles. Donc, première étape de la gestion de portefeuille. Première étape de la gestion des portefeuilles, on a défini les attentes. OK? On a défini les attentes. La deuxième étape, c'est la façon de gérer. Donc, la façon dont vous souhaitez gérer, donc la gestion de votre portefeuille, la façon dont vous souhaitez gérer votre portefeuille. Certains préfèrent une approche passive en y accordant peu d'attention et peu de temps une fois le portefeuille constitué. D'autres préfèrent une approche plus active en achetant et en vendant continuellement des actifs pour maximiser leurs profits. C'est-à-dire, pour moi, les étapes pour la gestion d'un portefeuille, d'abord, premièrement, c'est les attentes. Deuxièmement, c'est la gestion. Et troisièmement, ça dépend de votre profil. C'est-à-dire que vous pouvez vous décider d'être plus passif, comme on l'a dit ici. Donc, c'est-à-dire, être passif, ça veut dire que vous ne passez pas trop de temps devant les portefeuilles. Une fois que vous achetez les cryptos que vous êtes dit, donc une fois que vous achetez des cryptos par rapport à votre attente, vous faites une petite gestion, vous faites la répartition de vos actifs, vous restez passif.
Ça veut dire que vous ne passez pas votre temps tous les matins à regarder les graphiques. Vous laissez les graphiques et l'argent faire son travail. Parce que ce que vous ne savez pas dans l'investissement, ce n'est pas toi qui travailles pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour toi. C'est en quelque sorte ça l'investissement. Maintenant, pour l'autre profil, c'est pour des gens qui sont actifs. C'est-à-dire, et ils veulent, à chaque fois qu'il fait un 100%, ils vendent, ils achètent encore donc pour maximiser les profits. Donc, il y a deux types de profils là. Donc, ce que vous devez retenir pour la gestion de portefeuille, vous devez définir les attentes, vous devez savoir comment vous allez gérer votre portefeuille et puis vous devez vous adapter ces deux premiers points à votre profil d'investisseur. Là, on va passer à la gestion des risques, le troisième sous-point. Alors, la gestion des risques, il y a beaucoup de types de risques liés dans le trading, dans les crypto-monnaies. Et parfois, ce sont des risques qui ne dépendent pas de vous. Parfois, ça dépend de conditions de marché. Parfois, ça dépend aussi de vous. Alors, c'est que vous devez savoir que la gestion des risques est vitale en trading. Donc, c'est très vital parce que vous ne pouvez pas risquer. D'abord, première règle de gestion de risque, on ne risque pas de l'argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Donc, ne risquez jamais de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez un $100 qui n'a rien à foutre là, vous pouvez mettre ça sur une crypto-monnaie. Bon, que ça parte ou que ça reste, ce n'est pas $100 qui va vous tuer, surtout si vous êtes jeune. Parce que moi, je me suis toujours dit j'ai dit toujours aux gens que le risque, c'est lorsque ça incombe ta personne. Ça veut dire que si tu as 20 ans, écoute, si tu as 20 ans par exemple, tu regardes cette vidéo, tu as 20 ans. Si tu perds $100 aujourd'hui, c'est pour ça que tu dois pleurer ou bien tu vas mourir. Non, ça n'a rien à voir parce que si tu dois vivre jusqu'à 80 ans, tu perds $100 à 20 ans. Ça ne représente rien sur ce que tu peux toucher dans la vie. C'est vrai que c'est de l'argent, on ne peut pas négliger, mais du moins, ça ne représente rien. Mais les vrais risques, par exemple, c'est lorsque ça incombe ta personne. C'est-à-dire que, admettons que tu as 20 ans, tu vas dans l'armée et on t'envoie à la guerre. Ça, c'est un risque parce qu'on risque de te tirer une balle et tu meurs. Et quand tu meurs, si on t'avait demandé, si Dieu voulait que tu vives 80 ans, tu ne vas plus vivre 80 ans. Tu meurs. Et là, c'est ce qu'on appelle le vrai risque. Mais investir $100 dans une crypto-monnaie, pour moi, ça n'a jamais été un risque. Donc voilà, surtout quand on est jeune comme ça, à 20 ans, et puis bon, on vit chez les parents. Donc, la gestion des risques est vitale en trading. Elle commence par l'identification des différents risques auxquels vous exposez en tant que trader. Donc, vous devez connaître les types de risques auxquels vous vous exposez. Alors, on va énumérer ces types de risques-là et voir en quoi ça consiste. Alors, le premier, les risques du marché. Donc, les pertes causées par la dévaluation d'un actif. C'est-à-dire que, par exemple, vous achetez Ethereum, comme l'exemple de l'autre côté nous l'a montré. Vous achetez Ethereum à $2. Ici, l'exemple est monté. Mais admettons que vous avez acheté Ethereum à $2 ici et Ethereum chute à, par exemple, $0,5 la pièce. C'est une perte. C'est vrai qu'on est dans un marché cyclique. C'est-à-dire que ça peut descendre, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut monter. Mais du moins, déjà, à première vue, à 0,5, c'est une perte. Le deuxième type de risque, c'est les risques liés à la liquidité. Les risques liés à la liquidité, ça veut dire que ce sont des pertes dues à un marché illiquide. Donc, un marché où vous aurez du mal à trouver des acheteurs pour un actif. Donc, ça veut dire que vous investissez, par exemple, dans un actif où il n'y a pas une grande communauté derrière. Le troisième risque, c'est les risques opérationnels. Donc, les pertes dues à des erreurs opérationnelles, comme l'erreur humaine, le bug ou les pratiques frauduleuses des employés. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dans un échangeur centralisé, par exemple, il y aura des pertes dues à vos erreurs personnelles. C'est-à-dire que vous avez acheté un actif par erreur, ou bien vous avez vendu par erreur, ou bien il y a un bug sur Binance, ou bien il y a quelque chose comme ça qui fait en sorte que vous ne puissiez pas prendre une bonne décision, quoi. Ça, ce sont les risques opérationnels. Donc, on a déjà vu les risques du marché, les risques des liquidités et les risques opérationnels. Alors, le troisième, qui est très important à savoir, parce que ça ne dépend pas de vous, c'est les risques systémiques. C'est-à-dire que les pertes causées par le problème rencontré par les principaux acteurs d'un secteur, impactant les secteurs dans son ensemble. En 2008, par exemple, la faillite de Lehman Brothers a provoqué un effondrement en cascade du système financier. Ça ne dépendait pas de l'investisseur lambda qui était chez lui qui achetait les actions de Microsoft. Ce n'était pas à lui de décider si la banque devait faire faillite ou pas. Donc, ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'un acteur du secteur, donc un acteur principal. Par exemple, dans les cryptos, quand on a vu la chute des FTX, pour ceux qui connaissent, on a vu comment les marchés ont réagi. Et ce n'était pas la faute de moi, par exemple, en tant qu'investisseur, ou bien de toi en tant qu'investisseur. Ça ne dépendait pas de toi. Alors, l'identification des risques porte aussi bien sur les actifs de votre portefeuille, mais également sur des facteurs internes et externes. Une fois ces risques identifiés, il faut les évaluer. Alors ça, c'est très important. Je vais les souligner pour vous. Ces risques, il faut les évaluer parce que pour bien définir ces attentes,
quand on gère son portefeuille. Donc, à quelle fréquence ces risques se concrétisent-ils? Jusqu'à quel niveau d'impact, donc jusqu'à quel niveau impactent-ils vos actifs? Vous devez ordonner les risques en fonction de leur poids et de leur impact éventuel. Donc, ces deux questions, ce sont des questions que vous devez vous poser sur un risque lorsque vous avez un portefeuille propre à vous, que vous gérez, bien sûr. Donc, la première question, c'est à quelle fréquence ces risques se concrétisent? Donc, à partir de quel moment ça devient vraiment sérieux, ou bien à partir de quel moment ça fout vraiment la merde. Alors, la deuxième question, c'est jusqu'à quel niveau ça peut impacter vos actifs. Parce que, par exemple, vous avez un portefeuille avec des actifs un peu plus risqués. Vous êtes plus vulnérable à un risque systémique que quelqu'un dans un portefeuille, il a des actifs moins risqués. Tu vois, si on prend toujours l'exemple de 2008, la faillite de Lehman Brothers, les gens qui ont investi dans des valeurs technologiques telles que Facebook, Microsoft, Apple, c'est eux qui ont beaucoup plus perdu de l'argent que les gens qui ont investi dans des actifs moins risqués, qu'on appelle en d'autres termes en bourse, les actifs bons pères de famille, comme McDonald's, Amazon. Parce que, par exemple, Facebook n'a pas un produit concrètement comme ça qui nous donne, et ce qui fait que ça soit risqué, parce que lui-même aussi, il gagne de l'argent avec la publicité, c'est pas sûr, donc tu vois un peu. Alors que McDonald's, tout le monde mange tous les matins là-bas, tout le monde mange tous les soirs, donc c'est l'action qui ne peut jamais s'effondrer au même titre que les actions de Facebook, par exemple. Donc, c'est ça l'impact. Donc, ça dépend des actifs que vous avez en votre gestion. Donc, si c'est risqué, c'est plus risqué, ça veut dire que vous serez beaucoup plus impacté par un risque, que ce soit opérationnel, que ce soit des liquidités, que ce soit technique ou bien systémique. Alors, lorsque vous avez des actifs moins risqués, c'est tout le contraire aussi. Alors, cette démarche permet de développer des stratégies et des réponses appropriées. Les risques systémiques peuvent, par exemple, être gérés en diversifiant votre portefeuille. Ça, c'est très, très, très important à savoir aussi. Parce que Jim Rohn a dit que vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, les risques des marchés peuvent être diminués en utilisant des stop-loss, par exemple, ou bien en diversifiant l'actif. Donc, ça veut dire que si vous avez $1000, par exemple, vous ne pouvez pas, en tout cas, c'est risqué, en termes d'investissement, c'est risqué de tout miser sur une crypto-monnaie. Donc, ça veut dire que vous achetez une seule crypto-monnaie. Ça ne veut pas dire que la crypto-monnaie va forcément s'effondrer. Non, non. Mais dans la stratégie financière, en tout cas, même votre banquier ne peut pas vous permettre de prendre toute une grande somme d'argent et de mettre dans un business. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, c'est risqué. On ne peut pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est la raison pour laquelle que vous devez avoir plusieurs portefeuilles. Et c'est très important. Vous pouvez avoir 3-4 portefeuilles sur Binance ou bien dans un échangeur décentralisé, c'est possible. Avoir de sous-comptes. Donc, vous dites que non, dans ces comptes, je ne vais investir uniquement que sur ça, uniquement sur ça, uniquement sur ça. Et dans l'autre compte, donc, par exemple, personnellement, bon, je vais vous donner mon exemple, bien que je n'entrerai pas dans le détail. Je peux avoir, par exemple, 3 portefeuilles. Donc, ça veut dire que le premier où j'investis dans les actifs moins risqués, le deuxième où j'investis dans des actifs risqués, le troisième où j'investis dans des actifs encore plus risqués encore. Parce que, en réalité, c'est vrai qu'on peut s'intéresser dans des actifs bons pères de famille. Dans les cryptos, c'est les bitcoins, par exemple. C'est bien, mais les rendements sont faibles. Donc, ça veut dire que les retours sur investissement est amoindri. Donc, ça veut dire que le simple fait d'avoir un portefeuille sûr comme ça, d'avoir un portefeuille risqué, ça te donne quand même, comment je peux dire, cette mixité-là. Donc, tu as la possibilité à la fois, au cas où tu perdais de l'autre côté, tu peux récupérer ici. Au cas où tu gagnais, tu ajoutes de l'autre côté. Donc, c'est vraiment ça. Alors, ces points que nous venons de voir est très, très, très important pour un investisseur. Alors, je pense que la vidéo vous a plu et je pense que vous allez vous abonner à la chaîne et je sais que vous le faites déjà. Alors, merci et on se voit à la prochaine pour continuer avec d'autres points en rapport avec la stratégie de trading et d'investissement. Merci.